C'est vrai que avec ma dépression, ça a été très compliqué, j'ai vomi dans la nuit, c'était horrible. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à mon partenaire, hein. J'ai dit bah là on se sépare. Je sais pas s'il y a d'autres gens qui sont comme moi, mais les gens ne me manquent pas en fait. Et là, j'avais vraiment très envie de devenir végane, mais je ne pouvais pas. C'était vraiment horrible et en même temps, je me disais bah il y a un moment il faut prendre une décision aussi quoi. Et le mec m'a dit à l'oreille, faudrait qu'elle se dépêche plus la grosse. Vous me voyez toutes les semaines sur votre écran, peut-être même tous les jours, notamment si vous me suivez sur d'autres plateformes. Mais en réalité, est-ce qu'on se connaît vraiment? Et oui, il y a quelques jours, je vous ai publié une boîte à questions sur Instagram en vous disant « Je prépare une foire aux questions pour YouTube, ce sera la seule et unique de l'année. Donc vraiment posez toutes vos questions sans gêne, sans tabou pour que j'y réponde. » Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, je suis juste trop heureuse de pouvoir répondre à vos questions. Je vais répondre en toute transparence, en toute honnêteté, en toute sincérité. Donc faites comme moi, prenez une boisson chaude, détendez-vous et si ça vous intéresse, c'est parti! La première question que vous m'avez beaucoup posée, j'étais assez étonnée, mais comme quoi ça éveille votre curiosité, c'était la question de mon pseudo, pourquoi le renard et les raisins. Alors c'est très simple, je pense que très peu de gens le savent, mais j'ai commencé à créer du contenu sur internet en 2012. En réalité à l'époque, les réseaux sociaux, pas énormément de gens les utilisaient, si ce n'est Facebook. Et moi j'avais très envie de créer un blog de cuisine. Il y avait beaucoup de blogs à l'époque et l'écosystème du blogging était vraiment très sympa je trouve. Et donc j'ai décidé de créer mon blog de cuisine. À l'époque je n'étais pas végane ni même végétarienne. Et forcément c'est posé la question de choisir un nom. En fait j'avais pas envie de prendre un nom qui soit très classique, très attendu, du style les recettes d'Andrea, dans la cuisine d'Andrea ou ce genre de choses. Du coup j'ai cherché autre chose et je me suis dit pourquoi pas aller voir dans la littérature s'il n'y a pas déjà un nom qui existe, qui est sympa et qui comprend de la nourriture à l'intérieur. J'ai cherché un peu et au final je me suis dit je trouve que les fables, ça sonne bien. Il y a vraiment toujours ce côté ça et ça que je trouvais sympa, ça se renvoyait un petit peu la balle. Et donc j'ai regardé sur Wikipédia tout simplement une liste de fables et dans cette liste de fables il y avait 2 fables qui étaient en rapport avec la nourriture seulement. Il y avait la laitière et le pot de lait, oui, et le renard et les raisins. La laitière et le pot de lait, honnêtement, je trouvais ça un peu pâteau. J'aimais pas trop non plus la morale de l'histoire, je trouvais ça un petit peu sexiste. Et heureusement que je n'ai pas choisi la laitière et le pot de lait, étant donné que maintenant je suis végane et que je propose entre autres des recettes de cuisine végane sur mes réseaux sociaux. Et donc j'ai choisi le renard et les raisins. C'est très original, on m'a souvent dit que c'était pas facile à retenir du premier coup, mais que une fois qu'on le retenait, on ne pouvait pas l'oublier. Et une fois que j'ai créé mon compte Instagram, mon compte TikTok, mon compte YouTube, j'ai toujours gardé ce nom. Et honnêtement, à une époque, je me suis posé la question de le changer, car je trouvais qu'il ne reflétait pas précisément ce que je fais. Et ça, je vous dis ça, c'était genre en 2018. Et au final, à l'époque, vous m'aviez dit sur Instagram, non, ne change pas, c'est hyper original, on te connaît sous ce nom-là, c'est vraiment très bien. Et maintenant, j'ai envie de dire, c'est un pseudo qui me colle à la peau, donc je le garde, le renard et les raisins, c'est bien moi. Quel âge as-tu? Alors, question hyper intéressante parce que j'ai remarqué que depuis que j'avais pris du poids, les gens me donnaient un âge beaucoup plus avancé que ce que je n'ai alors qu'on m'avait toujours donné mon âge précisément. Donc, je viens d'avoir 29 ans. Est-ce que vous trouvez que je l'ai fait? Est-ce que vous trouvez que je fais plus jeune, plus âgé? Dites-moi, franchement, ça m'intéresse trop de savoir. D'ailleurs, je vois pas mal de collègues, créatrices de contenu, influenceuses, qui parlent du fait d'arriver vers leurs 30 ans ou d'avoir passé leurs 30 ans et qui en parlent comme de quelque chose d'un petit peu douloureux. Et honnêtement, je ne suis pas du tout dans cette catégorie. Je trouve que c'est vraiment une chance de vieillir. Je suis très heureuse d'avoir 30 ans l'année prochaine. Aussi parce que je sais que ma décennie de la trentaine sera beaucoup plus heureuse, je pense, beaucoup plus paisible, beaucoup plus agréable que ma décennie de la vingtaine. J'ai traité plein de choses en psychothérapie. Je me sens beaucoup plus heureuse, beaucoup plus alignée avec moi-même, réparer un petit peu des choses qui m'ont fait souffrir dans mon enfance, dans mon adolescence et dans mes années de jeune adulte. Et vraiment, on en parlera plus tard dans la vidéo de toute façon parce que vous m'avez posé plein de questions là-dessus, mais j'ai très hâte de voir ce que l'avenir me réserve. Donc voilà, je me sens très contente par rapport à tout ça. Ok, alors la prochaine question c'est pourquoi et quand as-tu décidé de devenir végane? Est-ce que tu es passé vers plusieurs étapes? As-tu senti un changement niveau bien-être en devenant végane? Et également, est-ce que tu penses que tu seras végane à vie ou pas? J'ai reçu beaucoup de questions sur le véganisme, le fait que je suis végane depuis maintenant 9 ans. En réalité, mon cheminement, il commence à 18 ans lorsque j'ai quitté le foyer familial et que je suis allée en classe préparatoire dans le nord de la France, dans laquelle je mangeais dans une cantine exclusivement. Et paradoxalement, c'est la première
première fois de ma vie où j'ai vraiment eu le choix de ce que je mangeais. C'est-à-dire que j'avais pas juste ma maman qui cuisinait pour nous et qui me présentait le plat à table. Là, j'avais toujours un choix entre des féculents, des légumes, de la viande, etc. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à manger de moins en moins de viande jusqu'à ce que je devienne ce qu'on peut dire flexitarienne, c'est-à-dire que je mangeais de la viande genre 1 ou 2 fois par semaine. Et au début, c'était un peu juste une question de goût. Il y avait rien qui était vraiment très intellectualisé, même si je pense clairement qu'il y avait aussi quelque chose où je trouvais que c'était pas forcément juste de manger les animaux. Et je suis devenue végétarienne comme ça. En fait, la dernière fois où j'ai mangé de la viande, c'était encore une fois de la viande de la cantine. Je pense que c'était genre une viande de la veille ou un truc comme ça. Et j'ai pas du tout réussi à la digérer. J'ai vomi dans la nuit, c'était horrible. Donc là, j'ai dit, ok, c'est fini, c'est le bon kick pour devenir végétarienne. Et à partir du moment où je suis devenue végétarienne, donc j'avais 19 ans, ça a été très rapide pour moi de faire le lien avec les animaux. Je voulais vraiment ne pas faire souffrir les animaux, ne pas manger les animaux. Et je me suis rendu compte assez rapidement qu'aujourd'hui, c'est impossible de manger des produits laitiers ou des œufs ou tout autre produit animaux sans envoyer l'animal un jour ou l'autre à l'abattoir. Donc en toute logique, tout comme j'étais devenue végétarienne pour ne pas envoyer les animaux à l'abattoir, je suis devenue végane pour ne pas envoyer les animaux à l'abattoir. Et ça, c'est arrivé environ 1 an plus tard, c'était Pâques 2016 si je ne me trompe pas. Et là, j'avais vraiment très très envie de devenir végane, mais je ne pouvais pas parce que je travaillais énormément en classe préparatoire et j'avais pas de cuisine chez moi ou quoi, je pouvais pas vraiment cuisiner. Il y avait beaucoup moins d'options véganes à l'époque dans le commerce, donc j'étais vraiment contrainte de manger à la cantine et c'était impossible de manger végane à la cantine. J'étais obligée de manger des produits laitiers ou des œufs, mais du jour où j'ai mangé mon dernier repas dans cette cantine, j'étais végane. Voilà, donc ça correspond à Pâques 2016. Les changements que j'ai ressentis au niveau bien-être, ils étaient surtout psychologiques, c'est-à-dire que comme vraiment je souffrais de manger des produits animaux, je voyais vraiment la souffrance de l'animal, et franchement ça me faisait pas plaisir du tout. Je me sentais trop mal en fait de manger des produits animaux, donc ça m'a fait un énorme soulagement mental, psychologique, de manger 100% végétal. Et ensuite, niveau santé purement, j'ai pas vu de vraie différence. La seule chose que j'ai remarqué et qui est vraiment très chouette, c'est que j'ai grandi avec des remontées acides, des aigreurs d'estomac, et vraiment c'était une normalité pour moi. La nuit je me réveillais en ayant mal, vraiment j'en avais tous les jours, et depuis que je suis végane ça ne m'arrive presque jamais d'en avoir. Le seul moment où ça m'arrive d'en avoir, c'est quand je mange genre de la soupe à la tomate ou ce genre de choses, vraiment les trucs tomate full, ou bien que je vais boire genre un verre de jus de fruits après le repas. Mais bon, c'est le genre de situation qui n'arrive sensiblement jamais, et maintenant je le sais, donc j'ai fait attention et je n'ai plus du tout d'aigreur d'estomac, et ça c'est vraiment hyper agréable parce que franchement les remontées acides c'est vraiment très douloureux et très désagréable. Mais sinon j'ai pas vu d'autres grosses différences. Et pour la question de savoir si je vais rester végane à vie ou pas, alors c'est difficile de pouvoir dire sur une vie entière. C'est un peu comme un mariage, quand on se marie, on souhaite que ça dure pour la vie, et pourtant il y a beaucoup de gens qui divorcent. Et bien moi je souhaite complètement être végane à vie. Le fait de respecter les animaux de cette façon, pour moi c'est vraiment une part intégrante de mon identité, donc je ferai tout pour rester végane à vie. Je vois pas de choses qui pourraient faire que je ne serai plus végane, mais on ne sait jamais de quoi la vie est faite, donc oui, je ferai tout mon possible pour rester végane à vie, et c'est mon objectif, c'est mon souhait. C'est pas du tout un effort pour moi quotidien d'être végane, donc je vois pas pourquoi ça changerait. Mais bien sûr, ça peut toujours arriver qu'il y ait un changement qui soit indépendant de ma volonté. Quels sont tes rêves pro et tes rêves perso? J'ai adoré cette question, je la trouve finalement tellement intime, et en même temps c'est vraiment ce que j'ai envie de partager avec vous sur cette chaîne. Mes rêves professionnels, ce serait de réussir à vivre de mon activité, avoir suffisamment d'argent pour être confortable dans ma vie, et pour pouvoir faire les bons choix qui me permettraient de ne pas avoir à travailler trop longtemps, toute ma vie. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est un peu tout le mouvement FIRE, si vous connaissez, donc le fait d'économiser au maximum lorsqu'on gagne de l'argent, et ensuite de pouvoir investir dans différentes choses pour ensuite éventuellement moins travailler lorsqu'on est plus vieux. Ça c'est vraiment quelque chose d'un point de vue professionnel très important pour moi. C'est pour ça que j'essaie de rester relativement frugale, ne pas trop dépenser d'argent, plutôt profiter des activités et des plaisirs gratuits ou peu chers de la vie, pour ne pas trop être dépendante de la société de consommation, et comme dit, pouvoir finalement gagner du temps, un petit peu, du temps de travail sur sa vie. D'un point de vue plus terre à terre, un objectif de travail, ce serait vraiment d'atteindre le 1 million d'abonnés sur Instagram. C'est vraiment quelque chose que je souhaite atteindre, je serais très heureuse si ça arrivait. On n'est pas si loin, donc je pense que ça peut arriver avec encore beaucoup de travail. Je travaille beaucoup, honnêtement, je publie un réel, un short, un TikTok,
tous les jours sur mes plateformes et en plus de ça, une vidéo longue YouTube par semaine. C'est assez rare, j'ai l'impression de réussir à jongler entre les 3 plateformes et je suis très contente d'avoir trouvé mon équilibre actuellement. Mais un rêve que j'aurais, ce serait de travailler à la télé. Je m'en rends compte avec le temps, j'aimerais énormément présenter une émission culinaire sur le véganisme. C'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Donc j'espère, je croise les doigts pour qu'un jour on me repère et qu'on se dise j'ai envie de faire une émission cuisine avec 7 personnes. Franchement, ça me plairait énormément. Je sais pas si ce sera qu'un jour, mais ce serait vraiment un rêve professionnel pour moi. En fait, mon objectif avec mes contenus, c'est vraiment de rendre le véganisme normal, en fait. Que les gens ne se disent pas « Waouh, c'est quoi ce truc bizarre, le véganisme ?» Il y a beaucoup de préjugés, d'idées reçues sur le véganisme, sur ce que c'est que d'être végane. Et moi, j'ai vraiment envie de dire que, bah non, en fait, on peut être totalement normal, manger totalement normalement, mais juste en végane. On peut manger un peu les mêmes choses que vous, mais simplement en vegan. C'est juste une autre culture, une autre façon de faire les choses, mais il suffit de connaître et de savoir, et donc c'est vraiment l'objectif de mes différents comptes, de vous dire bah voilà, en fait vous pouvez prendre 3 ingrédients, les mélanger, ça fait un gâteau, regardez, c'est hyper simple. Et donc je me dis si un jour je pouvais représenter le véganisme à la télé, ça me ferait hyper plaisir, parce que je sais que je viendrais encore toucher d'autres personnes, des personnes différentes, puisque bah c'est pas forcément la même génération qui regarde la télé que celle qui regarde les réseaux sociaux. Et donc ça j'aimerais énormément. Le seul truc qui me ferait un petit peu peur, c'est que je souhaite vraiment rester dans un cadre de travail sain, agréable à vivre, bienveillant. Donc voilà, c'est le seul petit point où je me dis j'espère que ce sera comme ça à la télé. Ensuite, pour mes rêves personnels, je pense que le premier rêve qui me vient en tête comme ça, c'est de devenir maman, puisque je sais que je veux devenir maman. Je pense que c'est quelque chose qui arrivera d'ici quelques années. Je sais que je ne suis pas spécialement fertile, puisque je souffre du syndrome des ovaires polykystiques, et que donc c'est la première cause d'infertilité en France. Donc c'est tout à fait possible, malheureusement, que ça me prenne des années pour tomber enceinte, qu'il y ait un parcours médicalisé derrière tout ça. Donc voilà, ne vous attendez pas à ce que ça arrive du jour au lendemain, il y a très peu de chances que ça arrive avec moi, malheureusement. Et après, j'aimerais énormément habiter dans un endroit qui me plaît beaucoup, qui soit à la fois en nature et à la fois pas trop loin d'une ville, pouvoir peut-être avoir une maison ou un appartement plus grand que celui-ci. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adorerais, donc je pense que c'est aussi un rêve personnel. Mais en vrai, moi, je suis juste une chill girl, j'ai juste envie d'être heureuse, d'être posée, de pas avoir trop de problèmes dans ma vie, de pouvoir, voilà, être relativement zen et pouvoir accueillir les difficultés de la vie sans trop de souffrance, en fait. Donc, si déjà j'ai ça, déjà, je trouve que c'est très bien. Vous m'avez posé des questions sur mon couple et notamment depuis combien de temps es-tu en couple et as-tu eu la crise des 3 ans. Donc pour les personnes qui ne voient pas de qui je parle, je suis en couple depuis bientôt 4 ans avec mon partenaire qui s'appelle Erwan. Et la crise des 3 ans, la question était vraiment très bien posée parce que oui, on a complètement eu une crise des 3 ans. Franchement, ça a été très compliqué. J'ai complètement cru que mon couple allait y passer. À un moment, vraiment, pour moi, on se séparait. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à mon partenaire. J'ai dit, bah là, on se sépare. Et finalement, on ne s'est pas séparés. D'ailleurs, je suis vraiment contente de pouvoir vous parler de ce sujet en accord avec mon partenaire, bien sûr, parce que je trouve qu'il y a énormément de paraître sur les couples dans notre société. On pense beaucoup que vraiment les couples vont bien, on ne voit pas les crises des couples et c'est normal, hein, les couples ont aussi besoin de se protéger, c'est leur intimité, mais simplement je tiens vraiment à vous dire, si vous avez l'impression que votre couple n'est pas parfait et que les autres le sont, ou que c'est mieux chez le voisin, etc., sachez que vraiment tous les couples ont leurs crises, tous les couples ont leurs difficultés. Il y a plein de couples qui se sont séparés, qui se sont remis ensemble ou qui ont manqué de se séparer, etc. Le plus important, c'est comment vous vous sentez dans votre couple au quotidien, c'est-à-dire vraiment sur un moyen ou long terme. Comment vous vous sentez, si vous vous sentez mal, si vous vous sentez pas comprise, pas respectée, pas écoutée, que vous voyez que vraiment, voilà, il y a un manque de considération de votre personne. Là, c'est pas forcément sain, je pense, d'insister, etc. Mais si vous vous sentez, voilà, respectée, heureuse, etc., je pense que, voilà, ne vous faites pas trop de soucis si vous avez des hauts et des bas. C'est tout à fait normal d'avoir des vagues dans un couple. Mais pour reparler de moi et de mon couple, oui, on a eu une crise des 3 ans. En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, Erwan et moi, on s'est rencontrés dans une situation qui n'était pas évidente. En fait, Erwan était séparé, mais encore marié. Donc, il y avait tout le divorce à faire. Et ça s'est vraiment pas bien passé. C'était très compliqué. Et ça, je l'ai beaucoup subi. Après, moi, j'ai fait une dépression. Je me suis traitée psychologiquement. Mon partenaire aussi se traite psychologiquement parce qu'il avait beaucoup de blocages sur plein de sujets. Donc, honnêtement, je vais pas vous mentir sur le fait que notre couple, ça a été vraiment
vraiment compliqué dès le début. D'ailleurs, au bout de quelques mois, je lui ai dit on fait une pause parce que clairement c'est trop pour moi. Et déjà, au bout de quelques mois, on n'a pas réussi en fait vraiment à se séparer. Je me rends compte vraiment avec les années qu'on est extrêmement amoureux et extrêmement attachés. Et c'était quelque chose qui n'était pas évident pour moi au début parce que avec Erwan, on a un amour qui est pas justement dans des pics en fait. C'est un peu plutôt comme voilà, un peu plat on va dire. Et du coup, c'est un amour qui est très différent de ce que j'avais connu avant. Finalement, je savais au fond de moi que c'était un amour qui était plus sain, mais en même temps, je me posais beaucoup de questions de est-ce que vraiment je l'aime ou pas, et je me rends compte que oui. Et je me suis rendu compte que j'avais fait une sorte de... J'ai commencé à me poser plein de questions sur mon couple, et j'avais pas de réponse de la part d'Erwan. C'était assez compliqué à ce moment-là de communiquer avec Erwan. Erwan était assez fermé, et donc j'essayais de lui parler des sujets, et à chaque fois, il se fermait. Je crois qu'il y avait un truc qui revenait tout le temps, où c'était, je lui parlais du sujet, il se fermait, il s'énervait, et il fuyait. Donc c'était systématiquement comme ça. Dès que je voulais parler d'un sujet, voilà, pour avancer ensemble, eh bien, j'arrivais pas en fait à vraiment intégrer cet espace de couple, de discussion qui puisse faire qu'on puisse avoir de l'empathie l'une pour l'autre, se comprendre. Et donc je dois dire qu'au bout de 3 ans, je n'en pouvais plus puisque à chaque fois que j'essayais, voilà, d'aborder ces sujets, parfois je lui disais attention, si on peut pas discuter, si on peut pas avancer, on va probablement finir par se séparer, mais rien n'avançait de son côté. Voilà, il avait vraiment un blocage, quelque chose qui faisait qu'il ne pouvait pas en fait. Mais moi, à côté, bah c'était horrible pour moi et je pouvais pas en fait continuer comme ça. J'étais honnêtement pas très heureuse à ce moment-là, je me sentais pas très heureuse. Et j'ai commencé à me poser énormément de questions et je crois que c'était vraiment de l'anxiété. C'est-à-dire que tu commences à te poser des questions, mais t'as pas de réponse. C'est des questions parfois qui sont... où tu peux pas avoir une réponse comme ça, tu vois. Du style, est-ce que j'aime la personne ? Je trouve que selon les périodes, c'est pas forcément évident de le dire. Et donc je trouve que dans le cadre d'un couple, parfois, bah, c'est difficile de se poser cette question et de pas vraiment... Ouais, de pas avoir de réponse concrète parce que c'est une réponse qui se fait sur le long terme en fait. C'est pas une réponse que tu peux donner comme ça d'un coup. Est-ce que j'aime cette personne ? Ah, qu'est-ce que je ressens ? Oui, je l'aime quoi. Donc à l'époque, ma psy m'avait dit bah posez-vous la question de savoir quand vous le quittez, qu'est-ce que vous ressentez. Mais sauf que moi, je suis très particulière sur ce sujet-là. Je sais pas s'il y a d'autres gens qui sont comme moi, mais les gens ne me manquent pas en fait. Mes parents ne me manquent pas, mes amis ne me manquent pas, mes frères ne me manquent pas. Personne ne me manque dans la vie. Je sais pas comment expliquer ça, mais depuis toute petite, ma mère m'avait envoyée en colonie quand j'avais 3 ans et demi. Ils ne m'ont pas manqué en fait. Donc je sais pas comment expliquer, mais c'est juste comme ça, je suis comme ça. Donc moi, c'est pas un critère que je peux prendre en compte en fait. Et il y avait aussi le sujet du fait que je suis bisexuelle et donc je ressentais à ce moment-là beaucoup d'attirance pour des femmes, etc. Et je me disais, est-ce que je suis à ma place en fait ? Est-ce que je suis pas juste tout simplement lesbienne ? Est-ce que vraiment j'aime les hommes ? Enfin, j'ai commencé à me poser plein de questions et je n'avais pas de réponse et j'avais littéralement personne pour me donner une réponse en fait. Personne ne m'aidait vraiment, j'avais l'impression que personne ne me comprenait vraiment. J'ai vraiment commencé à faire de l'anxiété et je l'ai su après parce qu'on est allé voir une thérapeute de couple qui nous a expliqué ça et qui pour le coup m'a très bien comprise, donc c'était agréable. Elle m'a dit oui, ce que vous avez vécu effectivement c'est de l'anxiété liée à la relation et en fait dès lors que vous êtes dans l'anxiété, dès lors que vous vous posez plein de questions, vous vous déconnectez totalement de vos émotions. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que justement ce qui s'est passé c'est que j'étais effectivement déconnectée de mes émotions. Non seulement je me posais plein de questions sur ce que je ressentais, mais en plus c'était impossible pour moi de ressentir quoi que ce soit à ce moment-là. Et donc je suis arrivée au point culminant de la situation, c'est que j'ai dit à mon partenaire, bah écoute, je crois que je ne t'aime plus, on se sépare. Ça a été pas très agréable, évidemment, ça a été très étrange, mais c'est ce qui s'est passé, je vous le dis vraiment en toute honnêteté. Et là, ça a été horrible pour moi. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce que va devenir notre chienne Ebrel, qui est une chienne qui a quand même beaucoup de besoins, qui a besoin de beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie sur elle. Donc j'étais en mode, comment je vais faire pour continuer à travailler, être sûre que je gagne de l'argent, m'occuper de la chienne, parce qu'il était probable que je garde la chienne. Qu'est-ce qui va advenir de cet appartement, puisqu'on l'a acheté à 2 ? C'était vraiment horrible, et en même temps, je me disais, bah, il y a un moment, il faut prendre une décision aussi, quoi. Et là, il s'est produit quelque chose de très particulier, c'est que, étant donné que je suis arrivée au point culminant de mon anxiété liée à mon couple, et que j'ai dit on se sépare, et ben j'avais plus du tout cette anxiété en tête, dans mon corps, dans mon esprit, et je me suis calmée de ouf. Je me suis vraiment, même si j'étais très très triste, hein, je pleurais beaucoup, mais je sais pas comment dire, ce poids-là s'est enlevé, et d'un coup, j'ai ressenti à nouveau mes émotions et j'ai ressenti à nouveau l'amour que j'ai pour Erwan. Et donc en fait ça a duré peut-être 2 ou 3 jours où on pensait qu'on se séparait et finalement j'ai dit à Erwan, bah écoute, j'ai l'impression que ça va mieux de mon côté, je ressens que je t'aime, je vois qu'on souffre beaucoup dans cette séparation et je me dis bah finalement à quoi bon, parce que lui Erwan n'a jamais voulu me quitter, donc il avait vraiment très envie de rester avec moi. Je lui ai reposé la question, est-ce que t'as toujours envie de rester avec moi malgré bah ce que je t'ai fait en un sens, et lui m'a dit oui je veux toujours rester avec toi. Et moi j'ai ressenti que je me suis dit ouais vraiment
à quoi bon? À quoi bon cette souffrance? À quoi bon être tellement mal comme ça? Je me sentais incapable finalement de le quitter en fait. Le fait de le dire et que ça commence à devenir concret. Je me suis dit bah non en fait c'est pas ce que je veux, c'est plus ce que je veux. Je ressens de l'amour pour toi, je ressens qu'on va pouvoir avancer ensemble, sachant que voilà on était tous les deux en thérapie, hein, donc on avançait quand même, c'était pas une situation figée. Et finalement on est restés ensemble et 1 an plus tard je peux vous dire que c'est la meilleure décision que on ait prise parce que Erwan a encore beaucoup évolué grâce à cette thérapie. La situation dans laquelle j'étais à cette époque-là où vraiment ça faisait des mois que j'essayais d'avancer sur la situation et que je me sentais seule face à un mur, c'est plus du tout la même. On communique beaucoup mieux avec Erwan. Même sa psy lui a dit qu'il avait énormément avancé après cet électrochoc en quelque sorte. Donc finalement je suis vraiment très heureuse. Je crois que je me suis jamais sentie aussi bien dans ma relation que maintenant. Et ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Donc j'espère qu'on n'aura pas une nouvelle crise à 7 ans. Mais en tous les cas je me sens vraiment, très bien dans la situation actuelle, très apaisée, écoutée, comprise, je me sens beaucoup mieux. On a encore des problèmes, je vais pas vous dire que tout est réglé. J'ai beaucoup de patience par rapport à ça, mais c'est vrai que parfois ça me fait quand même souffrir et il y a des choses en moi que j'ai été obligée de mettre un petit peu sous clé pour pouvoir ne pas trop lui mettre la pression de son côté et qu'il puisse avancer à son rythme. Mais voilà, c'est pas encore parfait, ce sera je pense jamais parfait, c'est normal, je pense qu'aucun couple n'est parfait. En tous les cas on s'aime énormément, on est très heureuse d'être toujours ensemble aujourd'hui, on a des projets pour l'avenir, donc je suis heureuse qu'on ait pu aussi prendre les difficultés, les traverser finalement ensemble et avancer. Et je trouve que c'est vraiment ça, je pense, qui fait la réussite de notre couple aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre à tes enfants si tu en veux? Écoutez, c'est une question que j'ai commencé à me poser il y a quelques temps, quand j'ai vraiment projeté d'avoir un ou une enfant. Et je pense que pour moi, ce qui est très important, le plus important je pense, c'est la notion de respect. Parce que je trouve que nous vivons en société et je trouve ça hyper important d'avoir la conscience qu'on vit dans une société avec d'autres personnes et que c'est très important de garder du respect pour toute autre personne qui partage en fait finalement notre espace à un moment ou à un autre de notre vie. Je pense que cette notion du vivre ensemble et du respect de l'autre va aussi avec la notion d'empathie. Vous le savez, nous on est dans un foyer vegan et en fait notre principe c'est vraiment de dire on essaye de prendre en compte sous notre parapluie d'empathie. On va dire que les gens normaux, ils ont un parapluie d'empathie plus ou moins grand. Il y a certaines personnes qui vont mettre sous leur parapluie d'empathie juste leur famille, juste leurs amis. Il y en a d'autres qui vont mettre plus de monde sous leur parapluie d'empathie, toute l'humanité par exemple. Et il y en a d'autres qui vont mettre sous leur parapluie d'empathie encore plus de monde qui va être toute l'humanité et toute l'animalité. Et nous, c'est notre cas, en fait, tout simplement. De la même façon qu'une famille aurait un chien ou un chat et le mettrait sous son parapluie d'empathie, eh bien nous, on va faire pareil pour tous les autres animaux. Et donc c'est pour ça qu'on est vegan. Et pour moi, cette notion-là d'empathie le plus élargie possible envers les personnes qui ont une expérience de vie qui est totalement différente de la nôtre, qui vont parfois faire des choix qu'on ne comprend pas, qui nous paraissent aberrants, mais en fait, on n'est pas dans leur vie, on ne connaît pas leur expérience, donc je trouve que l'empathie, ça permet de dire, je suis pas forcément d'accord avec cette personne, mais je respecte le fait qu'elle soit dans un espace différent du mien, qu'elle ait une expérience différente de la mienne, et je trouve que ça, c'est déjà le début de l'empathie, et je pense que ce serait vraiment génial si plus de gens avaient cette façon de voir les choses. Le respect, le vivre ensemble, l'empathie, je pense que ce sont les grandes valeurs auxquelles je pense aujourd'hui. Je pense aussi à autre chose, je dirais cultiver son bonheur, son propre bonheur, tout en respectant celui des autres et en respectant les autres, et aussi, si on le souhaite et qu'on a la personnalité et l'envie pour, se battre pour les raisons et les sujets qui nous semblent injustes ou pour lesquels on a envie d'apporter notre pierre à l'édifice. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur les commentaires haineux que j'ai par dizaines tous les jours. Et j'ai notamment eu cette question que j'ai sélectionnée. Où puisses-tu ta force pour supporter les trop nombreux commentaires désagréables? Il y a aussi eu comment fais-tu pour supporter les critiques sur ton physique? Perso, je n'y arrive pas. Je vais commencer par les critiques sur mon physique. J'ai reçu beaucoup plus de critiques sur mon physique depuis que j'ai pris du poids. Et en fait, ça a été très difficile pour moi. Parce que la grossophobie est très intense dans cette société, très violente et très frontale. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, maintenant ça va mieux, mais il y a eu un moment où non seulement je me faisais harceler en ligne, mais j'ai aussi eu carrément des agressions verbales, genre dans la rue, notamment dans le tram. Une fois, il y avait un mec qui voulait s'asseoir à une place, et moi je quittais ma place, sauf que ça bouchonnait un peu dans le tram, genre pour sortir, tu vois. Situation normale quand il y a du monde dans un transport en commun. Et le mec m'a dit à l'oreille, faudrait qu'elle se dépêche plus la grosse. Et j'étais là genre, what the fuck. Dans ces cas-là, si vous avez des choses dans les trams où même si un homme se permet de vous toucher la cuisse par exemple, le genre de truc horrible qui peut malheureusement arriver, j'avais vu que le mieux à faire c'était de vocaliser ce qui vient de se passer. Donc de dire, vous venez de me dire dans l'oreille qu'elle se dépêche la grosse. Comment ça? Voilà, en gros. Donc c'est ce que j'ai fait. Du coup j'ai dit à voix haute. Donc tout le monde le regardait un peu, donc ça lui a foutu la honte. Bien évidemment, il a
complètement nié, il a dit qu'il avait rien dit du tout, etc. Alors que je sais très bien ce qu'il m'a dit à l'oreille en fait. Et en plus de ça, j'avais pas mal de commentaires vraiment sur mon physique en ligne. J'en ai encore tellement, mais tellement. J'en ai d'ailleurs fait un réel, un short que j'avais déjà publié sur ce sujet-là, parce que franchement, c'est assez pénible, mais ça va mieux maintenant. En fait, je l'ai dit dans ce réel-là, j'ai grandi avec une mère qui m'a tout le temps fait des remarques sur mon physique, et franchement c'était très lourd, même sur des choses vraiment très intimes. Ma maman a ses propres problématiques par rapport à son propre physique, son propre poids, dont elle parlait tout le temps, donc forcément ça a aussi intégré mon subconscient, j'ai envie de dire. Et aux périodes où je ne voyais pas mes parents pendant un certain temps parce que j'étudiais dans d'autres villes, à chaque fois que je revenais à la maison, la première chose que ma mère me disait c'était t'as maigri, t'as grossi, t'as ci, t'as ça, avant même de me demander si j'allais bien en fait. Donc franchement ça m'a beaucoup impacté, et c'était surtout ça que ça venait trigger en fait, ces commentaires là, c'est-à-dire que j'avais déjà des propres problématiques par rapport à ça dans mon intimité, et donc ça venait en rajouter une couche, et le fait que j'ai pris du poids est venu en rajouter une couche aussi, puisqu'avant lorsque j'étais mince on me faisait moins de remarques sur mon physique. Et honnêtement la chose qui m'a aidée c'est la thérapie. C'est pas quelque chose de rapide, de facile ou malheureusement d'accessible à tout le monde à cause de son prix, mais c'est vraiment ce qui m'a aidé en fait. Faire des mois et des mois de thérapie, c'est ce qui m'a aidé à me sentir mieux dans ma tête, mieux dans mon corps, et finalement du coup ces remarques là elles me glissent plus dessus. Après il faut dire aussi qu'il y a aussi un aspect un petit peu d'habituation, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais en fait je me prends tellement de remarques qu'au bout d'un moment ça rentre un peu dans ma normalité, et j'y fais plus trop attention parce que je vois bien aussi que dans ma vraie vie ça a pas forcément d'impact. Pour moi vraiment ce qui a été très utile ça a été l'aide psychologique, donc c'est ce que je peux vous dire comme astuce. Et puisqu'on parle de santé mentale, pour moi c'est très important de vous rappeler de ne pas rester seul face à vos difficultés psychologiques. Vous n'êtes pas responsable, c'est normal et ok d'avoir des difficultés psychologiques, et si vous avez des pensées très difficiles, n'hésitez pas à appeler le 3114 qui est le numéro national de prévention contre le fait de vouloir porter atteinte à sa vie. Vraiment ne restez pas seul face à ça, n'hésitez pas à appeler si vous êtes dans le besoin. La prochaine question, j'ai parlé un petit peu déjà des TCA sur mes différents réseaux sociaux, et donc j'ai eu une question sur ce sujet: comment accepter son corps avec des TCA, et est-ce que tu te sens mieux avec l'hyperphagie? Donc j'ai déjà parlé sur les réseaux du fait que je faisais de l'hyperphagie. Alors d'après mes psys, j'avais une version très soft de l'hyperphagie, mais malgré tout j'étais quand même dans une situation dans laquelle je mangeais vraiment mes émotions, je ne pouvais pas m'arrêter de manger, et je pense que ça a aussi participé complètement au fait que j'ai pris pas mal de poids parce que c'était beaucoup sur les aliments très sucrés, et je pense qu'il y a beaucoup de choses dans mon histoire qui ont fait que ça m'a menée vers cette situation-là à ce moment-là. Depuis l'enfance finalement j'ai des comportements anormaux avec la nourriture qui m'ont été forcément induits par les attitudes, les interdictions, les façons de faire des adultes autour de moi. J'avais des personnes, des figures d'autorité autour de moi aussi qui avaient de gros troubles de ce type-là, donc forcément ça m'a touchée. Et c'est vrai que avec ma dépression ça a été très compliqué, et clairement j'avais beaucoup de mal. Moi ce qui m'a beaucoup aidé pour sortir de ça, même si on garde toujours une fragilité, ça a été la thérapie de type thérapie cognitivo-comportementale, qui est très connue pour aider beaucoup face au TCA, donc ça s'appelle la TCC. N'hésitez pas à chercher ce type de thérapie si vous avez ce type de problématique, parce que ça peut vraiment vous aider. Ma collègue influenceuse Juliette Katz a fait une vidéo récemment sur ces TCA, et il y avait un commentaire sous sa vidéo qui était absolument génial, que je vous mettrai à l'écran, vous pourrez appuyer sur pause pour le lire au complet, qui donne vraiment le chemin très clairement sur comment, où aller voir pour se faire aider, parce que c'est très difficile, parfois on en parle, moi j'en parlais beaucoup et j'avais vraiment la sensation que personne ne m'aidait, et c'est compliqué je trouve d'être dans cette situation, donc n'hésitez pas à regarder ça plus précisément. Pour la question de comment accepter son corps avec des TCA, c'est difficile comme question parce que pour moi il faut d'abord céder sur ces TCA, et en fait le fait que tu n'acceptes pas ton corps est forcément intimement lié au TCA. Les TCA c'est une maladie, encore une fois on n'est jamais responsable d'être malade, malgré tout ce qu'on peut vous faire croire et vous faire dire dans cette société. Personne n'est responsable d'être malade, on est toujours la victime lorsqu'on est malade, c'est comme ça, point. Donc surtout ne te jette pas la pierre, je t'envoie toute mon empathie et toute ma force pour traverser tout ça. Sache que tu peux te faire aider, sache que tu peux t'en sortir, c'est possible, ça peut être long, c'est forcément un processus difficile, mais voilà. C'est possible. Et donc moi le seul conseil que je pourrais essayer de te donner, c'est d'essayer de lâcher prise, parce que comme dit, les deux vont intimement ensemble. Tant que tu as des TCA et tant que tu as cette maladie, tu vas forcément
Ne pas accepter ton corps, c'est normal, c'est dans les symptômes en fait de cette maladie. Donc voilà, sois douce avec toi-même, vraiment demande de l'aide, fais-toi aider, laisse le temps au temps. Moi, un exercice qui m'a beaucoup aidé dans la TCC, c'est la restructuration mentale. Couche sur le papier toutes les choses horribles que tu t'es dit dans ta tête sur ton corps et ensuite prends des contre-exemples concrets de tout ce que tu dis. Donc si tu dis par exemple, j'en sais rien moi, je suis trop moche, je suis trop horrible, etc. Prends tous les contre-exemples que tu peux prendre où t'es pas d'accord avec ça. Donc par exemple, c'est pas vrai parce que quand je voyais telle photo de moi à telle époque, j'en sais rien, je me suis trouvée très jolie. C'est pas vrai parce que telle personne m'a dit que j'étais jolie, que je transmettais telle chose lorsque je la voyais et donc ça veut bien dire que j'ai de la beauté en moi. Enfin voilà, tu mets tous les contre-exemples. Moi ça m'a énormément aidé un petit peu à reset ce côté un peu parfois tout noir ou tout blanc que notre cerveau veut nous faire croire. Et la dernière question, c'est est-ce que tu comptes faire un livre? J'imagine un livre de cuisine. As-tu eu des contacts avec des éditeurs? Alors ce sujet est un très bon sujet puisque tous les jours, il ne se passe pas un jour sans que j'ai une ou plusieurs demandes pour un livre de cuisine, Le Renard et les Raisins. Sachez que ce livre arrivera un jour, c'est sûr, j'ai très envie de le faire, mais simplement je veux le faire bien, je veux le faire d'une façon où je suis vraiment fière de mon ouvrage. Je pense que je souhaiterais écrire un gros ouvrage qui puisse vraiment vous aider au quotidien pour manger végétal plus facilement, même si vous n'êtes pas forcément ni végétarienne ni végane. Et oui, j'ai eu énormément de contacts avec les éditeurs, je pensais pas que ce serait possible, mais honnêtement, j'ai l'impression que à ce stade, presque toutes les maisons d'édition du marché m'ont contacté un jour ou l'autre. Vraiment, j'ai reçu énormément de demandes et pour l'instant, je n'ai jamais répondu positivement parce que je ne sais pas encore avec qui je voudrais travailler. J'ai déjà refusé pour une maison d'édition parce que cette maison d'édition a été rachetée par un multimillionnaire, voire un milliardaire d'extrême droite dont je n'apprécie pas les prises de position et j'ai pas trop envie que mon travail vienne enrichir cette personne directement. Pour toutes les autres maisons d'édition, je ne sais pas vers laquelle je vais aller. Je réfléchis également à l'auto-édition, ce qui demande encore beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus de savoir et donc je devrais forcément me faire aider par des personnes extérieures. Je ne sais pas encore à quoi ressemblera ce projet à l'avenir, mais il verra forcément le jour un jour. J'ai envie de dire patience et merci beaucoup pour vos demandes, pour vos encouragements. C'est vraiment grâce à vous que je vais m'élancer dans ce projet. Si vous n'aviez pas été autant à me poser la question, à me dire je veux un livre de recettes Le Renard et les Raisins, je pense que je ne l'aurais pas forcément fait. Donc voilà, sachez que vos demandes ont de l'impact et merci encore pour votre soutien au quotidien. Ok, j'ai vraiment très envie d'avoir également vos réponses à certaines de ces questions dans cette foire aux questions dans les commentaires parce que je lis tous vos commentaires. Pardon de ne pas réussir à répondre à tout le monde, mais vraiment je les lis tous avec grand plaisir et j'adore échanger avec vous, que ce soit en commentaire ici, en MP sur Instagram par exemple. Je suis toujours trop contente et trop reconnaissante qu'on puisse être une communauté d'humains comme ça qui connectent et qui partagent leurs expériences. Si vous n'êtes pas encore abonné et que ce que vous avez vu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit, à laisser un pouce en l'air. Il y a des centaines d'autres vidéos sur cette chaîne, dont des vidéos de cuisine végane, des vidéos de parlotte, des vidéos de conseils, donc n'hésitez pas à aller voir ça juste après cette vidéo. Moi je vous dis donc à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne, et d'ici là je vous dis à très bientôt.